et bonsoir à tous. Comment vous allez bien? Salut Ryan, salut Morty dans la chatroom et salut mon cher Florent, Flo le Geek, qui est avec moi dans le Discord en vocal. Comment vas-tu? Ça va et toi? Pas trop mal, pas trop mal. Il fait frais, donc ça va. Il fait pas trop chaud pour streamer, donc c'est bon. Je ne crève pas de chaud dans ma gaming room. Donc tout va bien. Petite info pour ceux qui voient cette vidéo ou en stream ou en YouTube replay sur YouTube. Donc cette émission est tournée sur la chaîne de Mister SP à 21h. Rien ne vous empêche de venir papoter avec nous dans la chatroom, mais aussi en vocal dans le Discord. Vous pouvez venir dans le Discord en vocal, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui sont en replay sur YouTube, n'hésitez pas à liker la chaîne, vous abonner, partager si vous aimez cette émission. Voilà. Ah, notre cher Morgan a une copie et en carton ce soir, mince. Si tu veux, tu peux quand même venir si ça te dit. Il n'y a pas de souci. Alors, ce soir, on va papoter de terres rares, de stream, de Twitch, de Doom, de Windows, d'envoi postal, de plein de choses comme ça, de chats et de MCU. Voilà. C'est un petit peu le pot pourri, comme on dit, de ce qu'il va y avoir ce soir. Donc voilà. Sans transition, on va commencer par la première news du soir, c'est que on a découvert la deuxième plus grosse réserve de terres rares au monde, et surtout elle est découverte en Europe. Qu'est-ce que ça va changer pour la tech? Je sais pas, mais on a quand même découvert un gros gisement de terres rares. Donc déjà, qu'est-ce que les terres rares, comme on dit, c'est en réalité 17 métaux différents. C'est souvent du scandium, de l'yttrium et d'autres matériaux. Et ce sont souvent des matériaux qu'on a du mal à trouver dans la nature et qu'on utilise. Ouais, bonsoir à toi, Whiscat Live. Et c'est quelque chose qu'on utilise principalement dans les nouvelles technologies et dans les téléviseurs, dans les puces de smartphone, dans les LED et bien d'autres choses. On l'utilise aussi dans le biomédical, dans l'aéronautique et ainsi de suite. Et donc, la découverte des gisements est quand même très importante pour toutes ces technologies et pour ces domaines de retrouver des gisements de terres rares, parce que comme tout sur Terre, il y a une quantité finie, et donc plus on en utilise, plus on aura moins sur Terre, et donc il va y avoir de plus en plus de difficultés. Alors, l'info qui était il y a une bonne dizaine de jours, c'est que on a découvert un gisement en Turquie, et donc c'est ça qui est déjà important, c'est que c'est en Europe, il n'y a pas de souci, mais on va dire que la quantité équivaut à certains gisements qu'on a en Chine ou autre, ou en Asie, mais le seul souci, c'est que l'extraction risque d'être très longue, car il faut extraire assez profondément, même s'il y en a en quantité. Et donc, il dit extraction profonde dit extraction longue, et il dit extraction longue dit extraction polluante. Donc, les conséquences dans l'environnement direct du gisement va en prendre un gros coup. Donc, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que il y en a en quantité. La Turquie annonce qu'ils vont en extraire plusieurs milliers de tonnes par an. Donc ça risque d'être quand même assez important.
parce que d'après les objectifs de la Turquie, il y aurait 570 000 tonnes de minerais extractibles par an. Donc c'est un gisement à vraiment à bien extraire et bien extraire proprement. Le seul souci, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que qui dit extraction des terres rares dit normalement utilisation des terres rares, et qui dit extraction en Turquie dit exportation vers les autres pays et principalement la Chine actuellement, parce que on a peu d'autres endroits où il y a de ce type d'aéronautique, enfin de domaines d'industrie qui utilisent en masse ces terres rares. Donc là maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que en plus de pas de la géopolitique, mais là on joue aussi dans l'industrie mondiale. Ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant l'extraction et l'exportation, c'est surtout maintenant un enjeu de chaque pays et de chaque continent. C'est que vu que on l'a vu au moment du Covid, on était très dépendant au niveau des fabrications des matières premières, des produits type informatique, des cartes graphiques et autre chose, de la Chine. Et ça fait depuis une bonne année et demie que une bonne partie des gros fabricants essayent d'avoir moins de dépendance au niveau de la Chine et essayent de mettre des usines un petit peu partout dans le monde pour réduire les coûts déjà et d'être moins indépendants. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Florent, de cette information à propos Alors, c'est pas l'information qui me captive le plus. Ouais. Je vais être honnête. Non, honnêtement, oui, c'est intéressant, etc. C'est intéressant de voir tout le processus en fait, hein, mais voilà. Est-ce que ça va nous permettre, voilà, comme tu dis, vers une exportation à l'étranger, etc., affaire à suivre, quoi. Ouais. Après, là, ce qu'il faut se dire, c'est que dans l'absolu, maintenant, on est plus en mode Yaka Faucon, comme dirait l'autre. Tout ce qui est nouvelles technologies et autres vont avoir de plus en plus besoin de ces terres rares, et même les nouveaux réacteurs nucléaires, par exemple. Ça, je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que, voilà, les terres rares... Est-ce que ça sert pour les disques durs de 1 Tera? À l'heure actuelle, non. Mais tout ce qui est utilité, ça a vraiment quand même une utilité pour les cartes graphiques, pour tout ce qui est semi-conducteurs et ainsi de suite. C'est-à-dire que tout ce qui est processeur, les prochains processeurs, on en a de plus en plus besoin. Des téléphones, on en aura plus en plus besoin. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle qu'on en ait retrouvé. Le seul souci, c'est l'impact environnemental. Ça, c'est la misère, hein. De toute façon, c'est ça qui va poser le plus de soucis actuellement. Après, c'est une bonne nouvelle pour toute l'industrie high-tech, hein. De toute façon, ça, voilà, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Voilà. Ok. Bon, t'as l'air pas d'être plus, pas motivé, mais non, mais c'est c'est intéressant, hein, mais après voilà, c'était juste une info comme ça. C'est intéressant, c'est pas un sujet que je maîtrise en fait. C'est ça. Donc, mais voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que tous ces produits-là ont quand même une grosse importance à l'heure actuelle dans les nouvelles technologies, mais pas que, dans la défense aussi. Il y a plein d'autres endroits, dans plein d'autres domaines, type dans le spatial aussi, on en a besoin. Donc c'est ça, c'est que tu te dis que là on a un gros truc à jouer au niveau de l'Europe et plus principalement au niveau de la Turquie. Là il va y avoir tout un enjeu géopolitique, mais voilà, c'était plus une petite info comme ça. Voilà. Ensuite, sans transition, on va partir sur la news que beaucoup de monde va nous envier ou pas. C'est que Razer, le grand fabricant de produits pour streamers, lance
le Stream Controller, qui est une alternative au Stream Deck d'Elgato. Je pense que tout le monde connaît le Stream Deck d'Elgato, un petit appareil qu'on branche en USB, où c'est entre 6, 12, 15 jusqu'à 24 boutons. C'est des petits écrans LCD qui permettent de faire des sortes de petites macros, c'est-à-dire par exemple sur certains logiciels de faire des copier-coller, de faire des raccourcis clavier juste avec un bouton, ou d'enchaîner plusieurs actions les unes à la suite des autres. Imaginons, là, moi par exemple, j'utilise pas ça, mais de passer d'une scène à une autre dans OBS, tu peux le faire avec un Stream Deck, mais tu peux faire d'autres choses, type envoyer des sons, mettre des sons, changer de voix et ainsi de suite. Là, tout est dedans. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'alternatives au Stream Deck. Le Stream Deck, c'est le plus connu. Ce qu'on peut faire en tant que bidouilleur, on peut acheter un simple pavé numérique tout bête en USB et remapper pour qu'il fasse des macros comme on veut. Mais après c'est do it yourself et plus à la route. Il y a d'autres logiciels qui le font, type Touch Portal, mais pas que. Tu peux l'utiliser sur un appareil type une tablette ou un téléphone et de faire une sorte de Stream Deck sur un écran tactile. Voilà. Là, ce qui change, c'est que Razer avait racheté une boîte qui avait développé une chose qui s'appelle le Loop Deck. Alors, qu'est-ce que Loop Deck ? Maintenant, ça s'appelle plus le Loop Deck, ça s'appelle le Stream Controller. C'est un produit qui se rapproche d'un Stream Deck, c'est-à-dire qu'il y a plein de boutons avec des petits écrans à l'intérieur. Et surtout, c'est un produit qui a pas que ça. Je vais essayer de vous le montrer plus grand. Bam. Le Stream Controller, comme on l'a, on a 12 boutons qui est là. On a des potards au nombre de 6 à gauche et à droite, des boutons physiques en bas et d'autres boutons tactiles. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous ces boutons-là, on a un écran, 12 écrans boutons tactiles avec retour haptique, 8 boutons programmables qui sont en dessous qu'on voit là, et 6 curseurs analogiques, donc des potards comme je disais, de chaque côté. Toutes ces choses-là, quel est son intérêt ? Quand ils avaient acheté la boîte qui avait fait le Loop Deck, qui était le fabricant qui était Loop Deck, parce que c'était un produit qui était sur Indiegogo. En fait, l'utilité de cet appareil-là, c'est qu'il y a 6 potards. Et ces 6 potards, en fait, ça permettrait de faire un petit peu d'émuler des potentiomètres qu'on peut avoir sur des tables de mixeur, des tables de mixage. C'est-à-dire que, par exemple, les 6 petites réglettes vous permettraient de bouger le volume de chaque entrée ou sortie son. Imaginons, vous parlez trop fort, vous pouvez moduler à ce niveau-là. Une autre réglette, par exemple Discord, qui module Discord, c'est-à-dire qui baisse ou qui monte le son de Discord. Même chose pour les jeux, pour toutes ces choses-là. Ça pourrait être intéressant. Les boutons physiques, ça peut être très bien pour tout ce qui est mute, pour bien muter les gens en boutons bien physiques, pour ceux qui ont envie d'avoir des boutons physiques. Mais voilà, c'est toutes ces choses-là qui peuvent être intéressantes, et même, ce qu'il faut savoir, nous moi je l'utilise principalement pour les streams, mais il faut se rappeler que les Stream Deck, et même ce produit-là, il peut être utilisé pas que pour OBS et que pour le stream. Imaginons tous les boutons, tous les raccourcis clavier qu'on utilise souvent, type copier-coller, toutes ces choses-là, vous pouvez les mapper sur un Stream Deck ou sur ce type de produit-là. Et faire, au lieu de faire CTRL-C, CTRL-V, qu'on peut faire assez rapidement même, vous pouvez le faire avec un bouton, l'un à côté de l'autre, faire copier-coller d'un côté et toucher les flèches pour faire un copier-coller à la chaîne. Voilà.
c'est ce qu'il faut se dire, hein. Ça peut permettre aussi de couper des choses, de faire du montage vidéo, de faire plein de choses, et même de lancer vos applications favorites. Donc voilà. Ce n'est pas un produit inconnu, comme je le disais tout à l'heure, c'est le Loupedeck. Le Loupedeck, c'était un produit qu'on avait vu sur une campagne Indiegogo en septembre 2021. Et donc, il avait été annoncé que Razer avait investi beaucoup d'argent dans cette boîte. Donc voilà. Et salut mon cher Mada, comment vas-tu? Salut Mada. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce produit-là est disponible dès maintenant, dès le 14 juillet. Donc voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que si on veut vraiment l'acheter, il n'y a pas de souci, on pourrait se le faire assez rapidement. Razer Quel est son prix? Stream Controller. On va regarder ça. Hop, Google est ton ami. Alors, il est utilisable avec d'autres logiciels. Hein. Ah oui, mais comme le Stream Deck aussi. Hein. Ah c'est ça, mais ce qu'il faut se dire, c'est que un Stream Deck ou même la solution, comme je dis, du pauvre, qui est utiliser Touch Portal ou même d'autres applications, c'est 5 € et une tablette que tu as dans un tiroir ou autre, ça fait la même chose. Hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que le Stream Controller, sur le site de Razer, ils le disent que tu peux l'utiliser dès maintenant, tu peux l'intégrer dans ton environnement Razer, donc les lumières et ainsi de suite. Et donc ils te disent achetez maintenant, tu l'as au prix de, attention, roulement de tambour, pam pam pam, oh la vache, non, c'est pas le bon, tac tac, parce que j'étais sur Razer, oula, Razer FR, tac, voilà. J'étais sur le site pas des États-Unis, mais j'étais en Nouvelle-Zélande et il te disait que ça coûtait $500 de Nouvelle-Zélande. Je ne pas qu'il valait au moins 400 €. Voilà. Après, c'est pas la même chose, c'est pas que des petits écrans et ainsi de suite. Donc je me dis, c'est possible que ça équivale à au prix d'un Stream Deck, mais le plus gros possible. C'est-à-dire, là, actuellement, il est au prix de 270 €. Ça va. Stream Deck XL, on est sur du... le Stream Deck XL, on est... Tac, 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 à 250 €. Donc, on est à 10-20 € de plus. On a 12 boutons plus 8. Après, il a des fonctions en plus. Après, Razer, c'est souvent des très bons produits, mais c'est toujours très cher. Hein. Tu payes la marque. C'est très cher. Hein. De toute façon, voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Le 32 boutons, t'en as pour 250 €. Ce qu'il faut se dire. Ouais. Là, on a moins de boutons, mais tu as des potards, donc, et des boutons physiques. Donc tu te dis, bon, est-ce qu'il y aura un réel intérêt à utiliser des potards et ainsi de suite? Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, c'est pour une utilisation peut-être plus avancée qu'un Stream Deck, ok, mais c'est 260 €. Ce qu'il faut se poser la question aussi, c'est que sinon, si vous voulez vraiment utiliser des potards et ainsi de suite, rien ne vous empêche d'acheter un petit Stream Deck qui est peut-être moins cher et d'acheter pas des tables de mixage, mais des tables MIDI avec les mêmes potards et ils coûtent en USB, donc c'est plusieurs choses. Hein. Voilà. Moi j'ai le Stream Deck 6 boutons plus une table de mixage, quoi. Voilà. Donc est-ce qu'il y a un réel intérêt? Je sais pas, personnellement.
Mais moi personnellement, j'utilise qu'une tablette que pour faire ça. Moi, ça me suffit amplement. Moi, le seul souci, c'est que moi, ce que j'ai peur, c'est que là, par exemple, moi, j'ai une tablette de 8 pouces. Elle est blindée. Hop là, elle est totalement blindée de boutons. Juste pour vous montrer, j'utilise intégralement l'écran. Voilà. Le site. Ah là là, Mada. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire. T'as plein de choses comme ça qu'il faut se poser la question. Après, faut trouver midi à sa porte. C'est ce qu'il faut se dire. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est peut-être plus cher. Peut-être, ça sera peut-être plus intéressant au Black Friday. Moi, là, ce que je vous conseille, c'est de regarder déjà les tests qui vont arriver, vu qu'il est sorti que le 14 juillet. Et attendre peut-être au moment du Black Friday ou des prochaines soldes, parce que là on est c'est encore trop jeune et peut-être trop cher. Si ça se réduit à moins de 200 €, ça peut peut-être valoir le coup. Personnellement, je réfléchirais peut-être. Personnellement, parce que après c'est Razer en fait. Hein. Voilà. Razer, ils adorent sortir des produits hors de prix, quoi. C'est ça. Là, c'est des bons produits. Hein. Moi, j'ai les oreillettes pour téléphone sans fil Razer. Je les ai depuis la sortie. Je les avais achetées à la sortie et elles sont nickel. Elles marchent toujours autant nickel. Hein. J'ai une souris Razer qui a plus de 15 ans et elle bouge pas. Hein. C'est ça. Donc oui, madame, le Black Friday c'est en novembre. Donc voilà, on est en plein été. Est-ce que moi, ce que je vous dis, c'est faudrait peut-être réfléchir un petit peu à 2 fois et se dire peut-être attendons. Peut-être Elgato va réagir aussi. Hein. Voilà, après Elgato a déjà fait plusieurs choses. Ce qu'il faut se dire, c'est que Elgato est en train a fait une remise à niveau du Stream Deck avec le Stream Deck Mark II. Il a sorti aussi un pédalier, c'est-à-dire une sorte de, je sais pas si vous connaissez des repose-pieds qu'on peut avoir au bureau. Et en fait, c'est des pédaliers où t'as 2 boutons, enfin 2 gros boutons, 2 grosses pédales, et en fait, qui se comportent comme comme un Stream Deck. C'est-à-dire qu'on appuie une fois ou 2 fois, et ça fait ouais, c'est très axé pour les professionnels. C'est très axé professionnel et c'est très axé stream. Imaginons, tu peux faire par exemple, tu fais un enchaînement de coups de pied entre guillemets sur la pédale en disant pam pam, 2 coups on va sur la scène jeu, un coup tu reviens sur la chaîne, sur une autre scène et ainsi de suite. Ça peut être très bon. Voilà. Ça peut être intéressant. Après, à voir comment ils vont l'utiliser proprement dit. Mais là, j'ai vu, ils ont sorti un nouveau boîtier. Oui, un nouveau boîtier d'acquisition, si mes souvenirs sont bons. Aussi. Ouais, c'est ça, premier prix, enfin, entrée de gamme. Entrée de gamme, après à voir. Hein. Parce que de toute façon, tout ce qui il a l'air chouette, hein. Enfin, moi, ce que j'en ai lu, en tout cas sur le papier, ça a l'air convenable le rapport qualité-prix. C'est ça. Après, là, ce qu'il faut se dire, c'est Elgato et Razer, ce sont quand même deux bonnes boîtes. Moi, je conseille de... Ils ont chacun leur truc. C'est vrai qu'Elgato est très bon pour les boîtiers d'acquisition et pour les Stream Deck. La lumière, c'est très cher pour ce que c'est. Très cher pour ce que c'est. Par exemple, moi, j'ai pas dans le même style, mais j'ai des lumières entrée de gamme et ça me suffit amplement. J'en ai eu 2 à 50 balles ou 40 balles. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que chacun faut à midi à sa porte. Ce qui est le plus important quand même, c'est d'acheter du setup de stream de bonne qualité. Et après, faut moduler suivant ce que tu as envie aussi. C'est-à-dire, ce qui est important, ce qu'il faut se dire, c'est que le plus important, c'est le son. Donc, acheter un bon micro de qualité. Ceux des Elgato sont très bons, mais pas que. Il y en a d'autres qui sont très bons dans les marques. Je peux parler du Rode que j'ai, mais bien d'autres qui sont très bons. Je connais personne qui utilise le Elgato, donc je suis pas trop le Elgato est plutôt bon. Le peu que j'ai cherché sur internet, il a de très bons retours. En fait, ce qu'il faut un peu comme le Yeti, quoi. Voilà, c'est Yeti est très bon, Rode est très bon.
Elgato a un très bon rendu et surtout il a une application qui est géniale que je n'ai pas sur le RON malheureusement. C'est en fait t'as une application qui fait un petit peu table de mixage, ce qui est malheureux avec moi pour ça. Mais voilà, t'as plein de choses, tu peux séparer les pistes et ainsi de suite. C'est ça qui est génial avec celui-là. C'est vrai que ouais, les lumières, ouais. Pour les boîtiers d'acquisition, oui, il y avait aussi Razer qui fait de la bonne marque. Il y a Elgato et il y a Avermedia qui est aussi pas trop mauvais. Ouais, après, mais le voilà. plus simple, ça reste quand même Elgato. Voilà, le plus simple, voilà. Après, voilà. Après, voilà, moi, les micros, c'est vrai que voilà, je suis toujours, toujours en train de défendre ma table de mixage, entre guillemets, low cost, mais oui, la Maono, qui vaut le prix d'un Elgato ou d'un Yeti, voire moins cher, voire beaucoup moins cher par moment, donc... c'est ça. Ça permet d'avoir une table de mixage en fait, et c'est pas dégueulasse. Et ça, c'est pas dégueulasse. Moi, j'en avais pas l'utilité à l'époque. Maintenant, bon, j'y réfléchis, hein, c'est ce qu'il faut se dire, hein, mais je pense que là actuellement, j'en ai pas encore une grosse utilité vu que j'ai principalement une utilité tout seul. Je l'avais déjà tenté avec madame, on avait fait du Mario Party, ça marchait très bien. C'est ce qu'il faut se dire. Oui, c'est vrai que moi qui présente une émission, on est deux sur le même canapé, je suis très content d'avoir ce produit-là, quoi. C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire, hein, voilà. Après, ouais, il y aurait eu d'autres. Après, oui, passer sur du XLR, mais après, ça a un coût et ça a une autre visée, mais c'est très bien, n'empêche que tu as. C'est une bonne entrée dans la matière dans l'UXLR. C'est ça, c'est surtout ça en fait. C'est pour commencer, quand tu connais que dalle, c'est top. C'est top. Donc voilà, c'était le petit moment streamer et streaming. Et donc on va passer sur la news un petit peu what the fuck, qui est le Doomception. Qu'est-ce que le Doomception ? C'est une bonne blague qu'on a avec un certain follower que j'ai qui n'est pas dans la chatroom mais dans la communauté, qui s'appelle Charlie, qui fait une émission qui est RGB, que ça fait un moment qu'ils n'ont pas fait. Et lui avait la bonne blague de faire à chaque émission une news sur Doom, le retour de Doom, un nouvel épisode de Doom, etc. Mais il faisait aussi des trucs what the fuck avec Doom. Il nous avait raconté de faire du Doom sur un test de grossesse. Et depuis, on a découvert d'autres trucs, hein. Dernièrement, il y avait... j'avais vu qu'il faisait du Doom dans le gestionnaire de tâches Windows. On pouvait faire du Doom aussi sur plein d'autres choses. Monsieur Cuisine, je crois, ils étaient pas arrivés à le faire. Monsieur Cuisine, oui, sur les appareils Android. Donc ça, c'est plutôt simple. Ils avaient fait dernièrement ce que j'en avais parlé dans les épisodes précédents, de faire un Lego Doom. En fait, on avait fait un ordinateur Lego avec un écran, et en fait, dans l'écran, on voyait Doom qui tournait. Donc voilà. Et donc là, la dernière news que j'avais abordée, c'est qu'il y avait un petit cookinou qui avait fait du Doom sur une borne McDo, et maintenant nous avons on va dire que la boucle est bouclée pour cet été, c'est que Doom est jouable, mais il est jouable dans Doom 2. C'est-à-dire qu'on peut lancer Doom 2, et en fait il y a un modeur qui a fait un endroit où tu peux déplacer ton personnage de Doom, et ça donne des inputs dans le Doom qui est dans Doom. Voilà. Je vous laisse réfléchir. Je pense que là, on est à la fin du fin. J'appelle ça la Doomception, comme dirait l'autre. Il y a déjà eu une vidéo qui a été montrée. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est ça qui est marrant. On va dire que là, c'est juste pour la blague et pour le fun. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Tant qu'il y aura des appareils avec un écran, c'est ça. On essaiera de faire tourner Doom dessus. C'est ça. Moi, ce que j'attends, c'est
voir si on peut mettre Doom dans des voitures type électrique, type Tesla. Je crois qu'ils en avaient parlé à une époque, mais que ça a été vite rebouché. Stream Deck, hein. Oh, ça c'est faisable, hein. Ça, je pense que c'est faisable. Ouais, ou ils a que les nouvelles Game & Watch, ils essayent de mettre un Doom dedans. C'est ça. De toute façon, maintenant, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le jeu a plus de 30 ans. Il est sorti en 91, 92, je dirais. En fait, à l'époque, on avait quasiment rien. On avait besoin d'un PC. Et maintenant, n'importe quelle puce est assez puissant pour le faire tourner. Même un Raspberry Pi 0 devrait le faire tourner. Il n'y a pas trop de soucis. Bon, peut-être il sera en mode PLS, mais il n'y aura pas trop de soucis. C'est ce qu'il faut. Je sais pas, tu dois bien que Monsieur Cuisine, ça va pas avoir un truc de fifou quand même. Hein. Bah, c'est après, moi j'avais vu qu'il y avait un Android. Donc tu te dis que tout ce qui est ARM, ça, tu peux faire tourner Doom. Hein. Donc l'un dans l'autre, à part avoir vraiment du low-tech, il y a peu de chance. Enfin, tu peux faire tourner Doom. Il n'y a pas trop de soucis. N'importe quel Raspberry Pi peut lancer PR Doom. Donc, moi je dis, tant qu'on aura des bidouilleurs, on pourra l'utiliser n'importe où, même sur un Game & Watch, pas de soucis. Hein. On se met au défi d'attendre un petit peu et qu'on entende qu'il y a un bidouilleur qui l'ait mis. Hein. Ça, on attend. C'est déjà fait, hein. C'est juste qu'on a loupé la news. Hein. Oui, c'est ça. On attend notre cher Charlie pour qu'il nous dise, mais bien sûr, il y était, voilà. Donc voilà. Donc c'était la petite blague et c'est un running gag chez les hackers de toute façon. Cette news Doom dans quelque chose. Et il y a même un subreddit sur Reddit qui est Hit Run Doom. Tu as des trucs totalement what the fuck où ils mettent Doom dessus. Tu as des captures d'écran, voire des vidéos. Là, par exemple, c'est vraiment un truc totalement what the fuck aussi. Voilà, le mec qui fait sa petite vie et qui a créé un Doom dans Doom. Faut attendre qu'on puisse faire Doom dans Doom dans Doom dans Doom dans Doom. Et là, on est hors du game. Hein, voilà. Donc voilà. Donc c'était la petite blague totalement what the fuck, mais totalement marrante. Voilà. Sans transition, on va passer sur la TwitchCon et Twitch Rival. Qu'est-ce qui s'est passé au TwitchCon? Alors, qu'est-ce que déjà la TwitchCon? La TwitchCon, c'est la convention de Twitch qui se fait théoriquement tous les ans depuis 2011. Pendant le Covid, malheureusement, ça s'est arrêté, mais on a eu le retour de la TwitchCon cette année. C'est-à-dire du 15 au 17... du 16 au 17 juillet. Je veux dire 15 au 17 juillet. Voilà. C'est 2 jours de convention et dedans, on a plein de choses. On a une réunion de plein de streamers, des viewers qui peuvent venir. Il y a des conférences sur plein de choses. Il y a des concours de cosplay. Il y a plein de choses. Et dedans, tu as une compétition qui s'appelle Twitch Rivals. Pour marquer le coup, il y a eu l'arrivée du Twitch Rival Ultimate Challenge où il y avait 32 duos de streamers qui se sont affrontés à Amsterdam sur des jeux IRL et non IRL. Et petit moment de blague, c'est que nos chers streamers français ont gagné le Twitch Rival. Il y avait dans le tas Ponce, Ultia, Tonton, Bagheera, il y avait plein d'autres personnes comme ça. Il y avait Jill et l'équipe a eu déjà une finale 100% francophone, c'est-à-dire que les
top 6 c'était quasiment que des Français. Et en fait, on est arrivé à une finale 100% française avec Jill et Tonton et Skyheart et The Guild 64. The Guild 84, excusez-moi. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, mais c'était francophone, Tonton il est suisse, oui, ma chère Morky. Mais dans l'absolu, c'était, on va dire, cocorico, pourquoi. Et ce qu'il faut se dire, c'est que à la fin de cette TwitchCon, enfin des Twitch Rivals, c'est, si mes souvenirs sont bons, c'est Jill qui a gagné. Et donc, Jill et Tonton qui ont gagné. Et donc, qui remportent la coquette somme de $25 000 à la maison. Donc, voilà. Donc, en tout cas, GG, parce que c'était des jeux IRL qui étaient quand même chauds. C'était Don't Wake Nanny, c'était de faire la plus haute pile de jouets possible sans jamais se faire attraper par une personne qui était une nounou. La Streamer Stew, c'était récupérer des fruits en jouets avant de les lancer dans des paniers pour marquer des points. Et après, les jeux non IRL, c'était Overcooked 2, qui est quand même un très bon jeu multi, où il faut vraiment de la coopération. Et Opération Tongo, qui est une aventure coopérative aussi dans le monde de l'espionnage. Donc, où il faut bien communiquer, et ainsi de suite. Donc, tu te dis, là, on a joué quand même le grand jeu, et en tout cas, GG à nos streamers francophones, et pas français, ma chère Morgy. Donc voilà, petite info aussi supplémentaire, que j'ai pas mis, mais ça, on peut en parler. Pour l'année prochaine, Twitch a déjà annoncé où est-ce qu'il y aura la TwitchCon en Europe, parce qu'il y a une TwitchCon européenne et une TwitchCon américaine, et la prochaine TwitchCon européenne ne sera pas à Amsterdam, mais à Paris. Donc n'hésitez pas les potos, qu'on se fasse un petit truc en juillet 2023, qu'on se fasse un petit truc. Moi je suis chaud comme la braise, faut juste que je vois avec Madame SP. Voilà, moi je te suis. Hein. Ouais, bah, je te comprends un peu. Après, de toute façon, il faut savoir qui c'est qui vient et puis on se réserve un petit logement. Oui, après on peut se faire un Airbnb, mais ça va monter des prix pharaoniques. Après, de toute façon, il y aura toujours moyen de moyenner. Voilà. Ça, c'était vraiment cool. C'était la petite news TwitchCon, Twitch Rival, Twitch Rivals, comme dirait l'autre. Et donc voilà. Donc voilà, donc c'était vraiment la petite info ultra bonne et qui donne envie. Donc voilà. Non, c'était voilà. Sans transition, on va parler un petit peu tech. Est-ce que vous connaissez Microsoft, mon cher Florent? Est-ce que tu connais Microsoft? Je pense que oui. À moins que... Oui. Voilà. Est-ce que tu as déjà utilisé Windows 7? Windows 7, oui. Est-ce que tu as déjà utilisé Windows 10? La réponse est oui. Windows 11, j'espère que tu veux bientôt migrer, même si tu es peut-être déjà... Je suis migré depuis un bout. Voilà. Un moment. Et entre Windows 7 et Windows 11, il y a un grand inconnu qui est Windows 8.1 et 8, la version 8, qui était sorti il y a bien longtemps, qui date de 2013. Donc on commence à être vieux. Windows 8 qui a un petit peu chié dans la colle, hein, faut pas se leurrer. Il a été très peu suivi, il y a eu beaucoup de bugs. Ça, on est assez rapidement passé sur Windows 10. Et donc, on a eu une annonce qui est qu'il y a des utilisateurs de Windows 8.1 qui viennent d'avoir des notifications sur leur PC leur disant que il faudrait migrer un petit peu les gens parce que il n'y aura plus de mise à jour de Microsoft
partir du 10 janvier 2023. Alors, ah oui, c'était sous Windows tout pourri, là. Tout le monde passait sur le 7. Voilà, il y en avait beaucoup qui revenaient sur le 7 ou qui allaient sur le 10. En fait, c'est celui-là qui était pensé pour le tactile. Voilà, c'était le Windows 8 qui était pensé tactile. En fait, c'est que il y a eu Windows 7 qui a quand même qui a été le digne successeur de Windows XP et ainsi de suite. Et Windows 8, en fait, a voulu enclencher la migration de tous les appareils et de rentrer dans la vibe tous les appareils tactiles. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait le Windows Phone 8 qui était dit aussi, on avait beaucoup d'interopérabilité entre tout. Et ça s'est cassé la gueule parce que c'était mal implémenté, et surtout c'est la première version de Windows où on avait un Microsoft Store où c'était vraiment carré, et que c'est ça qui l'a un petit peu tué dans l'œuf. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, hein. C'est que sur Windows 10 on l'a eu, Windows 11, mais c'est la première version qu'on a eu. Il y a eu beaucoup de soucis aussi avec celui-là. Donc voilà, ce qu'il faut se dire. 8.1, il y avait un retour au bureau. Oui. Donc voilà, mais voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est que là, petit à petit, le move de notre cher Microsoft, c'est de balancer le plus possible tous les appareils qui ont des OS vieux, de les emmener petit à petit vers Windows 10 et Windows 11. Ce qu'il faut savoir, c'est que Windows 7, il n'est plus soutenu. Windows 8 va être plus soutenu à partir de l'année prochaine. Mais tous les autres appareils type qui ont Windows 10, mais les premières versions, ne seront plus suivis non plus. C'est pour ça que 2023 va être l'année de Windows 11. Si tout se passe bien, on a une bonne partie des utilisateurs de Windows 10 qui seront soit sur Windows 10 dernière édition. Oui, il n'y a pas eu de Windows 9. Non, c'est qu'il y a eu une migration directe, et surtout Windows 9. Pourquoi ? Moi, ça c'est mon avis personnel, ça se rapprochait trop de 95 et 98. Il y aurait eu une merdouille à ce niveau-là. Il y a toujours, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Le Windows 9 n'a pas trop existé que ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que les utilisateurs de Windows 8, c'est-à-dire pas grand monde, c'est-à-dire ça doit se compter sur les doigts d'une main, et encore en France. Ceux qui utilisent Windows 8, venez nous voir, likez la chaîne, tout ça, followez la chaîne Twitch aussi. Ça serait pour la blague et pour le troll. Voilà, et voilà. Essayez d'être à jour, parce que là il y a un gros enjeu de sécurité. Ce qu'il faut se dire, c'est plus tu restes sur une version de Windows ancienne, plus il y a des risques de hack par des personnes mal intentionnées. La capacité matérielle, hein. Voilà. Donc, je pense que les Windows 8, les PC qu'ils doivent utiliser sont peut-être pas capables de supporter Windows 10. Hein. Si, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Moi, le 10, oui, mais pas le 11. Hein. Pas le 11, mais le 10, au moins le 10. Ce qu'il faut se dire, c'est que moi, j'avais un vieux PC qui datait de la 4e génération d'Intel, donc 2012, 2011-2012, et il était compatible avec Windows 10. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, moi je me dis, il n'y a pas trop de soucis pour les trucs. Hein. C'est vrai. La migration vers de Windows 8 à Windows 10 est possible. Sauf cas exceptionnel. Mais voilà. En tout cas, si ça vous dit de papoter de ça, vous pouvez venir papoter avec nous les potos. Ceux qui sont dans la chatroom, vous pouvez nous rejoindre. Il n'y a pas de souci. PC à moins de 4-5 ans ne supporte pas Windows 11. En fait, le truc, c'est que des fois, il supporte, mais il faut savoir bidouiller dans le... C'est ça. Alors, DOS pour pouvoir le faire, mais c'est pas toujours évident. Hein. Alors, en fait, les PC de moins de 4-5 ans, de plus de 4-5 ans,
et les PC un petit peu plus qui ont entre 2 et 5 ans ont en fait ont souvent une chose qu'ils ont dans le BIOS, mais il faut bidouiller un petit peu. Ils ont un démarrage sécurisé et c'est une chose. Secure Boot. Le Secure Boot matériel, et en fait ça tu l'as dans quasiment toutes les cartes mères récentes d'environ 4-5 ans, jusqu'à 4-5 ans. Tous les Ryzen l'ont, tous les AM2 et AM3 l'ont théoriquement. Faut juste bidouiller un petit peu. Donc tu te dis que Windows 10 quand même, tous ceux qui ont Windows 10, qui ont des PC plutôt récents, peuvent migrer quand même. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Donc voilou. C'était la petite info Windows qui est intéressante toujours à savoir, c'est que vu que Windows sur PC, il y en a c'est l'OS majoritaire, pour faire une suivi au niveau sécurité, il faut qu'ils forcent les gens à migrer. Malheureusement, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. C'est complicado, on va dire. Voilà. Sans transition, on va passer sur autre chose, sur de la nouvelle technologie, de la low-tech aussi. C'est que La Poste annonce l'abandon du timbre rouge et passe au e-timbre. Alors, j'en ai papoté un petit peu avec mon facteur et avec le bureau de poste où j'habite à côté. Il y a eu une grosse annonce le 22 juillet. C'est ça, tu passes sur Linux pour les autres. Il y a eu une grosse annonce au niveau de La Poste, c'est que début de l'année prochaine, janvier 2023, le timbre rouge qui était les timbres dits prioritaires vont disparaître et seront remplacés par une e-lettre rouge qui est entre guillemets hybride. Alors le but principal, c'est que les produits dits, les lettres dites urgentes et prioritaires avaient pour but d'être livrés le plus rapidement possible, et donc on utilisait des transporteurs aériens, pas des longs courriers mais des moyens voire courts courriers, et donc on utilisait beaucoup de kérosène. Il y a déjà une démarche écologique. Ce célèbre timbre aussi va disparaître aussi pour une autre chose, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y a une majorité de personnes qui n'utilisent plus le timbre rouge, mais utilisent la lettre verte, si tu connais mon cher Flo. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les envois urgents, comme ils avaient annoncé, c'est que normalement ça allait être un timbre digital où en fait on n'avait qu'à acheter par internet le timbre et noter. En fait, ils nous avaient annoncé comme ça que tu rentres un enchaînement de chiffres que le facteur va pouvoir scanner. Après avoir discuté avec le facteur et surtout avec la dame du bureau de poste, en fait, c'est totalement what the fuck. C'est plus que tu pourras. En fait, ils vont faire une sorte de choses un petit peu hybrides. C'est que en fait on a quand on a besoin d'envoyer des choses et ainsi de suite, en fait là ce qu'ils vont faire, c'est que tu vas devoir scanner les documents, tous tes documents, le passer par la poste, le site de la poste, et en fait le bureau de poste le plus proche du destinataire va réimprimer les documents, les mettre en pli et les envoyer. Donc l'un dans l'autre, on voit un petit peu l'utilité, hein, mais c'est différent. En fait, c'est qu'ils annoncent des choses dont le timbre rouge qui va disparaître, mais ça sera une autre utilité. Et ils avaient surtout annoncé un timbre dit digital qui était un enchaînement de chiffres, et là c'est totalement what the fuck. C'est peut-être bien plus tard, parce que notre cher
notre cher bureau de poste où je vais, moi, elle m'a dit non, ça c'est totalement what the fuck. La technologie, même si on est bien avancé actuellement, cette annonce a été un petit peu du bullshit. C'est peut-être dans les années qui viennent, mais ils avaient dit que de toute façon, un timbre digital où on écrit juste un enchaînement de chiffres, ça sera très compliqué parce que les gens, même si on sait écrire, on peut écrire très mal les chiffres et il y a de forts risques que la machine n'arrive pas à comprendre ton enchaînement de chiffres. Donc voilà. Donc après, rien ne nous empêche d'avoir toutes ces choses-là où en fait on va envoyer le courrier et ainsi de suite. Après, le reste va rester. Le timbre vert va rester. Et il y aura plein d'autres choses qui vont être mis à disposition dans les bureaux de poste. Les envois importants, ça sera des services, des timbres verts, mais avec service plus, c'est-à-dire avec un accusé de réception ou avec un suivi. Mais voilà. Et bah ça se fait. C'est le site internet laposte.fr le fait, mon cher Mada. Oui, ça existe. Ça existe, hein, que tu numérises et qu'ils le font à ta place. Tu peux aussi avoir, à une époque, il y avait aussi, si mes souvenirs sont bons, il y avait eu aussi un autre service. C'était, je sais plus si c'était La Poste ou Chronopost qui le faisait. Si tu faisais un petit colis, tu écrivais tout, tu le payais, tu le pesais, et ainsi de suite, tu les mettais dans ta boîte aux lettres, tu le payais par internet, tu collais avec du scotch le truc, et en fait, ton facteur ouvrait ta boîte aux lettres, prenait le colis et déposait. Et ça existe toujours, je sais plus, parce que ça... Alors ça existe toujours, hein. Moi je l'utilise de temps en temps, c'est Colissimo. Hein. Ah ouais, c'est Colissimo. C'est juste qu'en fait, tu pèses ton colis chez toi, ouais. Tu rentres toute l'étiquette, t'imprimes ton étiquette, et avant d'imprimer ton étiquette, tu dis je l'emmène en bureau de poste ou je la mets dans ma boîte aux lettres. Voilà. Et bah ça franchement, et à ce moment, une fois que tu choisis je mets dans la boîte aux lettres, et du coup ça permet au facteur, le facteur il faut que tu le fasses avant minuit. Ouais, quand même. Pour que le facteur soit notifié dès le lendemain pour venir chercher ton colis. Ça franchement c'est cool. Moi je trouve que d'un point de vue perso, et même pour toutes les autres personnes, vu la difficulté d'avoir d'aller à un bureau de poste quand tu as des horaires assez proches assez proches de tout ce qui est notre cher bureau de poste, bah tu es tout le temps dans la merde. À chaque fois t'arrives ou au moment de la fermeture ou au moment où le mec qui vient chercher les lettres ou les colis dit ah bah non c'est trop tard, ça sera pour demain. C'est pour ça qu'en fait donc ça je trouve que c'est quand même... les colis cartonnent en fait. Hein. Voilà. Parce que tu prends un relais colis, un bureau de tabac qui travaille 7 jours sur 7 et qui ferme à 21h tous les soirs. Ah, c'est ça. Et franchement, ce qui est malheureux à dire, mais il faut que tous ces petits bureaux de poste et ainsi de suite continuent à vivre, même dans les campagnes. Toutes ces choses-là, il y a un réel intérêt. C'est malheureux de dire ça, mais voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on est quand même proche de la ville et ainsi de suite, donc il n'y a pas trop de soucis dans l'absolu. Mais tu te dis, les gens qui sont en pleine cambrousse, ils en chient, hein, rien que pour commander des produits type, je sais pas, mais des produits Amazon. Nous, on est en train de se dire, oui, on l'a le lendemain. Quand tu vas au fin fond de la Corrèze ou au fin fond de la Haute-Vienne, ça je le connais bien, tes colis Amazon, ils arrivent pas le lendemain voilà quoi. Non mais de toute façon la Poste en fait s'ils veulent qu'on continue à les utiliser parce que c'est quand même plus cher que le reste. Je veux dire, à l'heure actuelle, un recommandé sur Internet, c'est-à-dire, moi, j'avais pas le temps d'aller à la poste, je voulais faire partir un recommandé rapidement. C'est-à-dire que j'ai tapé ma lettre sur le site La Poste, j'ai fait une signature avec ma souris, voilà, et ensuite j'ai demandé à l'envoyer en recommandé avec accusé de réception.
bah, ça coûte 1 euro plus cher. Alors, que si j'allais dans un bureau de poste. Ah, tu te dis, pourquoi pas. Après, Alors, c'est qu'1 euro. C'est pas souvent que j'envoie des recommandés, donc j'en ai rien à foutre. heureusement. Mais, par exemple, les colis, moi j'envoie beaucoup de colis tout le temps, j'achète, je vends, etc. J'utilise que des relais colis, quoi. Enfin, que des transporteurs autres que la poste. Ah bah oui, oui, oui. Parce que ça me reviendrait trop cher. Sur un truc où je vais être à 6,50 €, 7 € de frais de port chez la poste, je vais être à 4 €, 3-4 € chez un transporteur, quoi. Et C'est puis ça. les relais colis, moi mon relais colis, il ferme à 21h, donc je peux aller poser tous mes colis tous les soirs, quoi. C'est ça. En revenant du boulot, bim, tu balances tous les colis, quoi. Donc bon, bah c'était la news un petit peu high-tech, mais pas que. Voilà. C'est ça qui est bien, c'est que tu sens que une boîte qui est quand même vieille dans le style, entre guillemets, quand même est en train de changer petit à petit. Et ça n'a pas de Ils peuvent pas prix. tout avoir, ils ont les loyers pas chers. Mais ça dépend, c'est les anciens postiers, ça. Non, il disait je disais que ça, il y a un réel intérêt quand même pour tout ce qui est Ah oui, à la Corrèze et tout ça, en dans la Corrèze et ainsi de campagne. suite. Faut qu'il y ait des relais colis et ainsi de suite. Mais bon, mec, hein, et ils ont pas la fibre. Ça, voilà. Non, Donc mais voilà, ça voilà. c'est... Mais bon, oui, voilà. Mais un jour, oui, c'est sûr que le timbre disparaîtra et ce Ouais, sera autre chose, quoi. disparaîtra. Moi, je m'attends de voir tôt ou tard à devoir imprimer ou faire quelque chose sur le téléphone entre guillemets, ou par exemple avoir comment dire, soit une puce NFC ou quelque chose comme ça, que tu envoies de la donnée sur cette puce NFC et que le facteur scanne pour voir si tu as bien pointé entre guillemets, tu as bien payé le truc et ainsi de suite. Ouais, bon après... Après avoir, hein, de toute façon, je pense que tout ça c'est De toute façon, on envoie les de moins en améliorations qu'on moins de verra. lettres, en fait. Enfin, Bah tu c'est vois, ça. pour moi, le timbre, c'est pas un inconvénient, parce que, je veux dire, mon carnet de timbre, je pense qu'il me fait plus que l'année. On envoie tout par mail, et Ouais, c'est vrai. maintenant, je veux C'est dire, il y vrai. a quelques administrations où on envoie encore par courrier, mais maintenant, les 3 quarts des demandes, on scanne nos documents, on envoie tout par mail. Bah Donc, moi clairement, moi ce que j'envoie, le peu que j'envoie, moi c'est que des trucs recommandés ou là vu qu'on est en vacances, on va bientôt repartir en vacances et oui, les cartes postales et tout ça, quoi. les cartes postales avec les enfants. Voilà, on est dans cette étape-là malheureusement, mais ça reste un service qu'on doit encore faire. Faut penser aux petits vieux qui Oui, mais sont c'est pour encore dans ça le truc, que hein. c'est très bien que le timbre existe toujours, parce que bah, Et les personnes surtout, âgées, moi elles je sont beaucoup dis plus contentes. autre chose. Faut penser aux philatélistes, aux collectionneurs Oui. de timbres. S'il n'y a plus de timbres, comment tu pourras collectionner un truc qui se fait plus? Ça fait 1 an que t'as pas envoyé lettre. Mais moi, je te dis, j'ai dû en envoyer une parce que, je sais plus quoi, la carte vitale de mon médecin passait plus, donc je devais Oui, voilà, c'est envoyer ça. la feuille de soins, tu vois. Mais mon carnet de timbre, il me fait plus que l'année, quoi. Bah moi, ce qu'il faut se dire, hein, c'est là la dernière fois que j'en ai acheté, c'est pas plus tard que vendredi dernier. Je devais envoyer des documents pour la colonie de ma fille que j'ai envoyé. Donc j'ai demandé un carnet de timbres que j'ai utilisé parce que je me suis dit allez, Oui. tant qu'à faire, je vais prendre un carnet de timbres joli en plus. Euh, et comme ça, j'aurai des timbres pour envoyer des cartes postales aux gens que je veux envoyer des cartes postales. Type un Florent Leuillic, par exemple, avec une carte postale où tu vois les nanas dénudées en disant ah oui, on est à l'île de Léron, bouhou, On voilà. est content d'être à la plage. Ah, voilà, content d'être à la plage, tout ça, tout ça. Mais Donc voilà. voilà, Mais de voilà, toute à façon, c'est part pas pour ça, rien que le timbre augmente tous les ans, parce que bah bah, c'est on ça. l'utilise de moins en moins. Donc, C'est ça. Et l'impact, c'est surtout la chose qu'il faut savoir, c'est que maintenant les billets verts sont
transportés par des gros convois de train maintenant, et plus par ce qu'on faisait avant, par avion. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. Et c'est plus respectueux pour la planète, parce que faut se rappeler que les courriers urgents, les rouges, c'était, faut se rappeler des vieux qui s'en rappellent encore, il y avait un C'est pas sorcier qui t'expliquait le trajet d'une lettre, et il te montrait que tu te promenais des Airbus ou des trucs comme ça pour aller jusqu'à Paris et ainsi de suite. Donc t'étais là, t'étais en mode oh, punaise. Maintenant avec le recul, tu te dis ça bouffe du kérosène, ça bouffe combien de, enfin, là où pour en des fait tonnes je de lettres, trouve mais voilà. le truc où il devrait faire vraiment l'effort, c'est sur l'international, c'est-à-dire que l'international coûte trop cher. Ah mais oui. Ah oui. À l'heure actuelle, en fait, là où Mondial Relais, Relais Colis et toutes ces boîtes de services dans des points de vente fonctionnent, c'est que maintenant tu peux envoyer au Portugal, en Italie, en Suisse pour le même tarif, en Belgique c'est ça. pour le même tarif. C'est ça. Moi, tu peux je envoyer vends des choses à quasiment, enfin, je vends dans Mordi toute pour pas l'Europe cher, en fait, grâce à ça maintenant. Alors, donc ouais. et voilà, bon, ça arrive qu'ils perdent des colis. Hein. Et comme tout Mais le monde. là, ça faisait 10 jours qu'ils avaient perdu mon colis pour l'Italie. Il a été retrouvé hier. Alléluia. Donc voilà. Donc, Et il était pas très loin, il était à Paris. Et il n'avait pas encore franchi la barrière. Ah, le salopio. Ça, c'est un colis qui est tombé à côté et qui personne l'avait retrouvé, sauf quand t'as gueulé un petit peu. Donc voilà. C'était la petite info timbre et envoi postal. En tout cas, on voit que ça fait réagir les gens. Hop. Et donc, passons sur la news jeu vidéo, qui est les chats aiment Stray, le jeu de Annapurna. Sauf certains, par exemple le chat de Maxime Claudel, celui qui a écrit cet article à Numérama. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que Stray est sorti sur PS4, PS5 et PC. Et est sorti le 19 juillet. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un compte Twitter qui s'appelle Cat Watching Stray. Et en fait, qu'est-ce que Stray ? C'est un jeu vidéo indé fait par Annapurna Interactive, et c'est un jeu indé type, moi je dirais, c'est pas un triple A, c'est un gros jeu indé. Donc moi je les appelle plus un triple I. Pour faire simple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu-là, on incarne dans un monde cyberpunk un chat. Et tu peux te comporter comme un chat, c'est-à-dire miauler, faire tes griffes, sauter, et ainsi de suite. Et ça, voilà, c'est le jeu du petit chat, comme dirait Mordio, et notre cher Mélo. Sur Twitter, il y a un gros mouvement qui montre les gens qui jouent à Stray et qui ont leur chat, qui sont à côté de leur PC ou de leur télé, à regarder la télé en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui miaule comme moi ? Et des fois ils essayent de répondre, et c'est ça qui est le plus hilarant. Malheureusement, attendez, je vais vous mettre autrement. Par exemple, on a ça, où on a d'un côté le chat du jeu, et de l'autre côté le chat qui regarde le truc, qui essaye de répondre et de le tarter. Donc voilà, c'est ça qui est marrant, c'est ça qui est moi ce qui me donne envie de l'acheter ou au moins de le tester. C'est d'attendre que mon chat arrive, et comme ça pour voir si il serait en mode mais putain, qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde. Tu peux le faire avec une vidéo YouTube de Stray, hein. Pas besoin d'acheter le jeu pour ça. Ouais, c'est pas faux, mais tu te dis qui dit Steam, tu peux l'acheter, attendre un petit peu et te faire rembourser, donc voilà. Et c'est pour ceux qui veulent utiliser entre guillemets qui veulent être voir tous ces petits chats et ainsi de suite, avoir de la mignonnerie,
n'hésitez pas à regarder Imagine défonce ta TV. Alors, après, Ouais. il faut quand même sacrément y aller pour défoncer une TV, quoi. C'est-à-dire Voilà, que ton chat, c'est un maintenant. gros vénère, quoi. Hein. Bah, après, Le t'as des chien, chiens. Après, t'as des chiens qui sont des gros bourrins. Mais dans l'absolu, voilà. enfin bon, Moi, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, le peu de vidéos que j'ai vues, mais c'était totalement what the fuck, où tu vois des chats qui sont mais qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Et des fois, t'as des chats comme celui-là qui en a rien à talquer. Voilà, voilà. Ah, ça, c'est un chat qui s'en bat les coussinets. Voilà, il s'en bat les coussinets grave. Donc voilà. Donc, mais ce qu'ils disent, c'est attention, il peut y avoir Voilà. des chiens qui réagissent et qui donnent des grosses coups de patte quand c'est des gros chiens et qui te défoncent la télé. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc voilà. Après, le chat est super bien fait. Enfin, moi, j'ai fini le jeu se fait assez rapidement. Se fait très rapidement. Hein. Je vous rappelle, c'est un jeu indé comme Kena. Annapurna est très fort pour donner envie de jouer au jeu indé. C'est-à-dire que Kena, ils ont une bonne com en fait. Ils les montrent sur des grosses confs de PlayStation, etc. Et donc déjà, ça y joue. En plus, ce qu'ils montrent, c'est très propre. Je veux dire, Stray, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais il est beau graphiquement. Kena était très beau graphiquement. Et après, c'est des jeux. Stray, l'avantage, t'as un chat qui n'a pas de pouvoir en fait. T'es pas un super héros, t'es un chat. C'est pas le super chat, c'est le chat du il miaule, il fait ses griffes, il sait sauter, mais c'est pas un chat qui sait se battre, c'est pas un chat qui vole, c'est pas un chat qui a des rayons laser dans les yeux, rien du tout quoi. Et est-ce qu'il fait caca dans sa litière? Alors ça on le voit pas, voilà. Mais le jeu est très poétique, l'histoire est très bien, l'histoire de Stray est vraiment très bien. Par contre, tu fais tout le temps la même chose, c'est comme Kena, c'est-à-dire tu fais quelques actions pour débloquer le biome d'après en fait. Et là, c'est pareil pour Stray, tu dois faire quelques actions, etc. L'histoire est beaucoup plus profonde par contre que dans Kena. J'ai trouvé l'histoire plus poignante, on va dire, plus mature. Et après voilà, ils ont innové, c'est très bien, mais le jeu est à faire si vous avez un abonnement PlayStation Plus parce qu'il est un abonnement PlayStation Plus Premium. Il n'est pas gratuit, il faut le PlayStation Plus extra machin là. Ce que j'ai fait, moi j'ai juste pris pour ce mois-ci le palier le plus haut pour avoir le jeu pour y jouer. Mais de là à payer une version physique qui va sortir là dans quelques mois à 40€, ça vaut vraiment pas le coup quoi. Ok. D'accord. Mais c'est une jolie expérience. C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. C'est est-ce que le vaut. Tu vois un bundle Kena Stray pour 40€, tu vois. Ça peut être intéressant. Ok. Bah, c'est bon à savoir toutes ces choses-là. Hein. De toute façon, hein, c'est. Faudrait jouer gratuitement simultanément devant un mouton. Pourquoi un mouton? Alors, moi, j'ai une petite proposition à te faire, mon cher Mada. Oui, ça existe. Faire encore mieux. Tu peux faire God Simulator. Et il y a le 3 qui sort. Le 3 qui sort. Et là, tu peux jouer face à une chèvre. C'est pas un mouton, c'est une chèvre. Et pourquoi le 3 et pas le 2? Parce que le 2 n'existe pas. C'est ça. Et notre cher Mordieu demande si le jeu Stray est bien. Alors oui, c'est un bon jeu. Après, dis-toi bien que c'est court, c'est une très belle histoire. C'est assez répétitif dans les actions. C'est fait comme Kena, c'est-à-dire qu'on fait des quêtes. Par contre, la BO est super. Vraiment une très jolie bande son qui est vraiment cool. La patte graphique est super belle, voilà. Mais après, c'est un jeu extrêmement court, donc si t'as l'abonnement PlayStation Plus, vas-y fonce, prends-le. Après, dis-toi bien, est-ce que 40€ pour 4 heures de jeu, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je suis pas certain. Voilà. Et petite info, c'est Stray sur PC, il est sur Steam Simulation. Tu l'as à 29,90. Ce qu'il faut se dire, c'est sur Instant Gaming. C'est un jeu de moi, c'est pas une vraie question. C'est très bien. Ah oui. C'est très bien. Très bien. C'est très bien. Eh ben oui. Et surtout, c'est déjà
l'un des jeux le mieux noté cette année sur Steam. Non, par contre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que des jeux indépendants sont capables de faire des trucs de ouf. C'est-à-dire que tous les jeux indépendants n'ont pas des pattes graphiques aussi belles et voilà, et la com en fait qui sont hyper stratégiques à Annapurna, quoi, comme j'ai dit tout à l'heure, ils savent quand c'est qu'il faut diffuser, dans quel conf il faut diffuser pour que le jeu ça fasse un carton que tout le monde a envie d'y jouer. Mais c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Il serait dans un truc où il y aurait que des jeux indépendants, ça marcherait pas. Et là, ils diffusent dans des grosses confs, etc. Là, surtout, ils s'associent avec PlayStation. Donc, les confs Sony, elles sont suivies par énormément de personnes. Et donc, voilà, ça passe crème. C'est ça. Donc voilà. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas. Il est un petit peu moins cher sur Instant Gaming. Donc, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. C'est ce jeu-là. C'est un mâle ou une femelle. Et bon, c'est pas, parce qu'en fait, il n'a pas de nom. Voilà. C'est un chat. C'est un petit chat. Donc, on sait pas si c'est un petit chat. On peut pas aller voir s'il a des bollocks. Après, si vous aimez c'est rare quand même qu'on ait des héros qui sont de couleur rousse. Hein, parce qu'à part Adol, dans YS, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, c'est un chat. Donc, c'est assez rare. Non, c'est bien. Franchement, il est mignon. Moi, j'ai envie peut-être de me le faire hors stream. Oui, après, disons qu'en stream, tu vas vite il y a tellement de monde qui le stream en ce moment que je me dis, est-ce que ça a un réel intérêt? Je sais pas. Donc voilà. Sans transition, on va parler écologie. On va parler huile de friture. Est-ce que déjà tu fais des frites ou de la friture, mon cher Flo? De l'huile de friture, oui, mais ça fait un moment qu'il y en a qui roulent à l'huile de friture. Alors maintenant, en fait, il y a un amendement gouvernemental qui vient d'autoriser en tant que carburant alternatif les huiles de friture. Oui, c'était connu déjà depuis un petit moment. C'est juste que. Mais c'était illégal. En fait, c'était pas statué au niveau légalité. Et donc là, en fait, c'est un projet de loi sur le pouvoir d'achat qui a été voté entre le 21 et le 22 juillet et ça a capté l'attention de beaucoup de choses, c'est qu'on pouvait utiliser tout ce qui est huile alimentaire usagée en tant que carburant. Alors, moi je me dis juste une chose, ok, en ce moment, le diesel, l'essence à plus de 2 €, pas de souci, voilà. Après, l'huile de friture, ce qu'il faut se dire, c'est utilisé principalement pour des voitures assez rustiques, voire du matériel agricole. Moi, je me vois pas en parler. Enfin, je comprends l'utilité, ça, il n'y a pas de souci. Mais cette huile alimentaire, en fait, est aussi polluant entre guillemets. Je crois que faut que je relise. C'est polluant, oui. C'est aussi polluant qu'un diesel. Donc c'est un petit peu anachronique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, oui, non, mais c'est d'un côté coût et écologie, c'est-à-dire que tu recycles de l'huile usagée, ça c'est hyper intéressant, mais en fait c'est hyper polluant, donc c'est le double effet qui se coule. C'est un petit peu con. Donc c'est ça qui me chafouine dans ce truc-là. Bonjour, un Big Mac et puis vous me faites le plein aussi. Ouais, voilà. Et après, moi, c'est ce que je me pose la question. Est-ce que ça serait peut-être pas plus judicieux de dire voilà, les vieilles chaudières fuel. Tu vois ce que je veux? Je sais pas si tu vois où je vais en venir. Hein. Mais alors les vieilles chaudières, oui. Les vieilles chaudières. Oui. Est-ce que ça serait peut-être pas plus judicieux de dire voilà, on fait une sorte de cercle vertueux avec cette huile végétale usagée, mais au lieu d'utiliser cette huile végétale dans les voitures, pourquoi pas les utiliser dans des vieilles chaudières à gaz? Tu vois ce que je veux dire? Que en fait ça fasse combustible ou matériel agricole, quoi. Voilà, et que ça reste dans ce truc-là, et que fait les personnes soient utilisées, que nous en tant que personnes dire voilà,
on est par exemple un restaurateur ou je sais pas, enfin, tu vois ce que je veux dire. T'habites dans le nord déjà. T'habites dans le nord, dans le schnorr, et toutes les huiles. T'arrêtes à la baraque à frites là, tu prends ta mitraillette et tu fais le plein. Voilà, et en fait tout ça, ça te permettrait de faire le plein pour ta chaudière, enfin pour une utilisation domestique. Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'essence, c'est ça qui est malheureux, c'est que tu te dis une voiture à l'huile de friture. Non. Ça sera que pour des voitures qui font pas beaucoup de route, qui soient vraiment ce qu'il faut inventer, c'est le vélo McDo. C'est-à-dire qu'en fait, un vélo avec créé par McDonald's, qui carbure à l'huile de friture. À l'huile de friture, et puis vu que tu as un vélo McDo, tu as le droit d'aller faire ton plein chez McDo gratuitement. Et tu as pour plusieurs pleins un McFlurry gratuit, non, c'est pas ça. Porte-gobelet pour ton vélo. Un porte-gobelet pour les gobelets où t'as plus de paille et qui s'ouvrent très facilement, pour que comme ça, quand tu fais du vélo, le porte-gobelet, tu prends un petit KO et hop, la partie supérieure de ton gobelet se barre et que tu t'en fous partout, et comme ça, à demi-tour, tu repars à McDo pour en racheter un. Faut pas un moteur à combustion, je sais pas exactement comment ça marche. Alors en fait, l'huile végétale, ça reste un comburant. Donc l'un dans l'autre, normalement, ça peut faire une explosion. Ça peut. Donc voilà. Après, moi, c'est ça ce que je me dis. C'est peut-être une connerie que je dis, hein, mais je vois pas trop l'utilité. Enfin, je vois plus. Je verrais plus une utilité d'un point de vue écologique de faire autre chose de cette huile de friture que de faire un moyen de transport, que ce soit pour des motos, des mobylettes, des scooters, parce que voilà. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, je pense que là, les gens ont dû s'y repencher parce que les carburants sont chers en ce moment. C'est ça. Mais voilà, c'est le double effet. En fait, les carburants sont chers en ce moment, et c'est-à-dire que t'as des mecs, bon voilà, ils vont prendre l'huile de friture usagée, ils vont polluer comme des porcs, ils vont payer ça 3 francs 6 sous, ils vont être contents. Hein. C'est ça. Pour eux, ils s'en foutent de l'impact écologique, tu vois. Oui, voilà, c'est comme dit Mordio dans le chatroom, hein. L'utilité, c'est que c'est moins cher. Donc voilà. Point. C'est malheureux à dire. Après, après, franchement, honnêtement, ce serait, vu qu'on sait le faire quand on s'en servir comme carburant, ce serait intéressant, mais de réfléchir à un truc qui ne pollue pas autant, quoi. C'est ça. Ah voilà, l'écologie, faut pas faire dans la demi-mesure. Hein. C'est ça qui est malheureux. Ouais, mais bon, quand l'écologie ne rime pas avec économie. Voilà. Bah, c'est ça qui est problématique. Sans transition, on va parler d'un truc qui s'est passé ce week-end. C'est l'avenir du MCU et la San Diego Comic-Con de San Diego et les annonces de plein de choses. Franchement, t'aimerais pas y aller? Ce serait énorme, je pense, à voir. Alors, au moins une fois dans sa vie, quoi. Je pense, mais après, moi, je propose un truc, c'est que que les gens dans la chatroom se cotisent pour qu'on puisse y aller avec Flo. Alors, ça n'a pas marché en France. Ouais, ils ont fait 2 éditions en France, après ça n'a pas marché. Donc moi je vous propose ça, c'est tous les gens qui sont sur la chatroom, essayez de nous payer l'entrée de la San Diego Comic Con et l'avion, mais ça c'est juste voilà. Après n'hésitez pas à donner de l'argent, on est là, mais voilà. Après ce qu'il faut se dire c'est que là c'est pour la blague, mais ça pourrait être très intéressant de faire la San Diego Comic Con. Ça doit être un truc sympa. Ouais. Ça doit être un truc à faire, comme la TwitchCon qui va arriver l'année prochaine. La TwitchCon maintenant ça va être accessible, l'année prochaine ça va pareil, donc c'est accessible. Voilà, comme dit Mordio, je ne peux pas, j'ai piscine, et moi j'ai aquaponé. Voilà. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que à la San Diego Comic Con, il y a eu plein d'annonces de Disney, de DC Comics, qui a été un petit peu mou, faut pas se leurrer. La Warner qui a annoncé Multiversus, si mes souvenirs sont bons à ce moment-là, qui a fait de la pub de Multiversus, qui est en bêta fermée. Ils ont annoncé les nouveaux personnages de Multiversus. Ah, donc voilà. Donc quoi, ils ont déjà pensé à la suite. Pas con les gars. Et surtout, il y a eu Marvel avec Kevin Feige qui a annoncé la fin
de la phase 3, si mes souvenirs sont bons, et le début de la phase 4 et 5. Alors, oui, voilà. Non, attends. Non, on est sur. Là, on est dans la phase 4. Oui, on rentre dans la phase 4. Là, on est à la fin de la phase 4 et on va arriver sur la phase 5. Voilà. Alors, la phase 4, en fait, c'est tout ce qui se passe après Thanos. Après Thanos, c'est le début, c'est après Endgame. Donc on a eu Loki, saison 1, on a eu Hawkeye, on a eu le Spider-Man, on a eu les Doctor Strange 2 et ainsi de suite. Et donc là, ils ont annoncé... Scarlet Witch et Vision. Ouais, Vision, enfin WandaVision, on a eu toutes ces choses-là. Les c'est ça, tout ça. On va et Miss Marvel. Et Miss Marvel qui était moyen, mais voilà. Et ils ont annoncé plus... Non, Morbius, c'est Sony, ça, c'est... C'est comme Venom, en fait. Ça va se rejoindre plus tard. Ou pas. Voilà. Ce qu'il faut annoncer, c'est que à la fin de la phase 4 arrive avec Black Panther et si mes souvenirs, voilà, avec Black Panther, le Black Panther 2 qui va sortir le 9 novembre, qui s'appelle Black Panther. Merci pour le Rage Nobodies, comment vas-tu? Merci Nobodies. Comment vas-tu? Comment s'est passé les bronzés à Hyrule font du ski dans Breath of the Wild? Nous on est en train de papoter de l'actu geek et là on est en train de papoter du MCU suite à la SDCC, la San Diego Comic Con. Donc on était en train de papoter de Black Panther 2 Wakanda Forever, qui est la suite de Black Panther 1. Ok. Black Panther sans l'acteur. Sans l'acteur, malheureusement. Mais Black Panther n'est qu'un costume en fait, n'est qu'un rôle. C'est ça, sauf que à première vue, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils disent que y aura en fait, ça sera déjà un film hommage et il y aura un successeur sans vraiment l'être. Voilà. Moi, je pense que c'est sa sœur. Oui, Shuri, enfin bon. Yuri ou non, Shuri, ouais, je sais plus. Voilà. Et donc ça se fera fin de l'année. Shuri. Voilà. J'avais un doute. Donc voilà, toujours par le même réalisateur. C'est ça qui est cool parce que moi j'avais trouvé Black Panther 1 bien. Il était cool. Sympa, il était très bien. Il était sympa. Moi j'ai vu un petit peu la bande annonce. Je ne vais pas vous la montrer sinon ça va être trop. On va trop se faire spoiler. Ok mon cher Nobodies, repose-toi bien, des bisous. N'hésite pas à revenir demain parce que après j'ai aquaponé et vacances. Voilà. Mais oui, totalement, Mordio, elle a déjà porté le costume dans les comics, si mes souvenirs sont bons. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans ce Black Panther 2, on va rencontrer un personnage que on ne pensait pas connaître au début, qui est Namor ou le Submariner. Je vous spoil pas trop, mais voilà, ce personnage-là a une certaine importance dans les Avengers et ainsi de suite. Donc ça peut être très bon. Voilà. Début de la phase 5 du MCU, c'est le 3e épisode de Ant-Man. C'est Ant-Man 3 and the Wasp Quantumania qui est prévu en février, le 15 février 2023. Alors, donc là avec un troisième Ant-Man, avec un troisième Ant-Man, et surtout, on nous parle surtout des mêmes acteurs, c'est-à-dire Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Paul Rudd et Evangeline Lilly, ce qui est génial.
Mais surtout, ils ont annoncé la venue d'un acteur qui a joué dans Loki saison 1, qui n'est autre que Kang le Conquérant. Donc, qui risque d'être le gros méchant des phases prochaines, car Kang le Conquérant est un gros bad guy et qu'on a déjà abordé au moment de Loki. Et donc on sent que la saga qui vient, ça va être la saga du multivers. Voilà. Ensuite, après Ant-Man 3, il y aura un 3e épisode des Gardiens de la Galaxie, qui va se passer en mai 2023, et surtout ça sera après le reboot de Suicide Squad. Et bonne nuit ma chère Morgy, des oublis. Ce qu'il faut se poser, encore un reboot de Suicide Squad. Oui, ils vont refaire un reboot parce que le Suicide Squad qu'on avait vu, le Suicide Squad qu'on a vu, c'était fait par James Gunn. Donc là, en fait, James Gunn était bloqué vu qu'il avait fait des tweets un petit peu houleux et ainsi de suite. Bref, celui pas avec Will Smith, celui d'après, avec John Cena. Voilà. Et ce qui vaut se poser la question, c'est est-ce que il y aura quand même Thor ou pas. Moi, j'ai pas vu Thor 3, pas Thor 3, Thor Love and Thunder. Donc voilà. Moi, je l'ai vu en tout cas. Est-ce que on va les recroiser, ainsi de suite, peut-être. Donc voilà. Moi, je ne vous le dirai pas, mais j'ai vu Thor Love and Thunder. Je vous laisse aller donc voir. voilà. Ensuite, il y aura. Là, on parle vraiment des films. Il y aura ensuite, il y aura The Marvel, qui sera la suite de Captain Marvel 1 qu'on a eu il y a un petit moment, et surtout la suite directe de Miss Marvel. Parce que je ne vais pas spoiler, mais il y a une scène post-générique qui fait clin d'œil à ce film-là. Donc, dans un an, on verra la suite. Donc voilà, et on verra théoriquement aussi la fille adulte de la coéquipière de Carol Danvers, qui est Monica Rambeau, qu'on avait vu dans WandaVision. On la verra aussi, qui a des potentiels pouvoirs. Voilà. Ensuite, en film suivant dans la phase 5 et 6, il y aura un certain Blade, qui sera un reboot. On n'aura pas notre cher Wesley Snipes, malheureusement, mais on aura Mahershala Ali qui sera là. Mais chut, t'es en train de nous spoiler, mon cher Mada. Après Blade, nous aurons en 2024 un Captain America New World Order, qui est nul autre que la suite de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, où donc là, notre cher Falcon va endosser le costume de Captain America qu'on a déjà vu à la fin de la série sur Disney+. Et ensuite, pour terminer la phase 5 et la phase 6, on aura les Thunderbolts en juillet 2024, qui sera comment vous expliquer ça? En fait, les Thunderbolts, c'est une équipe de super-héros, anti-héros méchants à la Suicide Squad, où on aura plein de personnages des anciens films. Par exemple, on pourra avoir potentiellement la sœur de la Veuve Noire, le Soldat de l'Hiver, alors c'est US Agent, mais le mec qui avait endossé le costume de Captain America avant que le Faucon reprenne, et potentiellement l'Abomination. C'est entre guillemets des missions de suicide dans le cas où on dit voilà, c'est en mode fufu. Voilà. Ce qu'ils ont aussi annoncé, c'est qu'il y aura potentiellement
en novembre 2024, les 4 Fantastiques, un reboot où Red Richard arrivera. Un reboot. Un reboot. Parce que il y a eu. Et ça marquera la phase 6 de la. Espoir, ils n'arrivent pas à faire un bon 4 fantastique. Voilà, j'espère que Red Richard sera bon, la chose aussi, et ainsi de suite. Et pour continuer dans la phase 6, il y aura un nouvel Avenger qui s'appellera The Kang Dynasty, où il y aura Kang le Conquérant qu'on aura déjà vu dans Ant-Man 3. Et il y aura aussi, ils ont annoncé en novembre 2025, Avenger Secret Wars, qui sera la conclusion de la phase 6. Ça risque d'être totalement ouf. Et il y a eu aussi une annonce à côté qui a annoncé que Deadpool aura un 3e film, mais ils ne savent pas quand. Donc, et toujours avec notre cher Ryan Reynolds. Donc, voilà. Concernant les Spider-Man. Et pas de Spider-Man. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'informations à ce niveau-là. Pour les séries. Alors, on va revenir en arrière parce que là, il y en a une multi-chier. On va en avoir une multi-chier. Et ça commence dès le 10 août. Le 10 août, on a des courts-métrages qui sont Je m'appelle Groot. Je s'appelle Groot, qui va être plutôt marrant. Il y a une bande-annonce qui est plutôt marrant à voir. Ensuite, le 18 août, nous allons avoir She-Hulk, qui a été plutôt bâché, donc ça à voir. Où She-Hulk est la cousine de Hulk, de Bruce Banner, et suite à une transfusion sanguine, elle devient une géante de jade, mais elle arrive à plus se contrôler et devenir un petit peu comme le professeur Hulk qu'on a dans Endgame. Voilà. Ce qu'ils ont annoncé d'autres, ils ont annoncé la saison 2 de What If, qui est plutôt oufissime. Nous allons aussi avoir d'autres informations qui est en printemps 2023, on va avoir Secret Invasion, qui avait été un petit peu abordé pendant au début de la phase 4 avec le Spider-Man 2 Far From Home, où on a vu que Nick Fury et Hills, l'adjointe du Shield, étaient des Skrulls, et en fait les personnes réelles étaient dans un vaisseau spatial. Donc là on risque d'avoir une série à ce niveau-là, où il y aura une sorte de combat en mode fufu. Donc à voir. Le crossover dans les comics c'était plutôt bon, à voir comment ils vont l'adapter. Ensuite, été 2023, on va avoir Echo, que j'avais déjà abordé il y a quelques épisodes. Il y aura le Caïd et Daredevil dedans, avec les acteurs des séries Marvel qui étaient sur Netflix. Et Echo, c'est ce qu'il faut se dire, c'est une anti-héroïne qui a un don lié à sa surdité. Voilà. Été 2023, nous allons avoir aussi Loki saison 2, qui était très bon, le Loki. En automne 2023, nous aurons Iron Heart, qui est nul autre que comment vous expliquer ça, la successeur de Iron Man. En fait, c'est une jeune ingénieure qui a à peu près les mêmes talents que notre cher Tony Stark, qui va bâtir sa propre armure et qui va devenir plus ou moins la successeur de Iron Man.
Ce qu'ils ont aussi annoncé, et que ça qui a été totalement oufissime, il va y avoir une série d'animation. Oh Mada, ça va trop faire trop d'handicap. Bah non, parce qu'ils ont des sens ultra développés. Daredevil, c'est la vue, elle, c'est l'ouïe. Voilà. Mais le truc totalement oufissime que j'ai vu, c'est qu'ils ils ont annoncé une série d'animation baptisée X-Men 97, où on suivra Cyclope, Storm, Rogue, Jean Grey, Wolverine et le professeur X, mais aussi Magneto, et qui sera dans le monde du MCU. Donc à voir comment ça va se faire, mais en tout cas moi ça me donne totalement envie, parce que en fin des années 90, moi je me rappelle encore du générique des X-Men en dessin animé. Je sais pas si tu t'en rappelles, mon cher Flo. Ouais, c'était bon les X-Men. Et ça c'était tellement bon. Et le Spider-Man qui était en image de synthèse là, quand il y a une petite préférence pour le X-Men quand même. Mais le X-Men était plutôt bon, même si il a mal vieilli. Hiver 2023, nous avons à voir Agatha Covent of Chaos, ou Agatha House of Harkness, qui est un spin-off de WandaVision, où on suit la sorcière Agatha Harkness, qu'on a vu, qui était une méchante qui a essayé de plus ou moins limiter notre chère Wanda. Voilà. Et pour terminer, nous avons deux trucs qui vont être plutôt ouf. C'est Daredevil Born Again, qui est pas un soft reboot, mais la suite d'une nouvelle série sur Daredevil, mais qui sera liée plus ou moins au Daredevil de Netflix, et surtout avec le même acteur qui joue Daredevil. Donc voilà. Et ensuite, en 2024, on a eu aussi plusieurs annonces. C'est Spider-Man Freshman Year, qui est une petite série d'animation où on suivra Peter Parker avec la voix de notre cher l'acteur, comment il s'appelle? Ah putain, je me rappelle plus. Bref, qui jouera qui jouera Peter Parker, qui sera à l'université pendant sa première année d'université, et accessoirement Spider-Man. À une date non donnée, il y aura aussi, non, pas Tobey Maguire, l'autre, le plus jeune. Andrew Garfield? Non, l'autre encore. C'est le dernier. Merde, c'est... bref, c'est pas grave. C'est le troisième. Tom Holland, merci Whiscat et Mordio. Désolé. Voilà. Il y a eu aussi une annonce de plusieurs choses. Il y a eu une annonce d'une série Armor Wars, où on suivra War Machine, qui cherchera de récupérer toutes les armures de Tony Stark. Donc ça peut être très intéressant. War Machine, ah oui, c'est son pote. C'est le pote militaire de Tony Stark. Ouais. Qui est paraplégique, si tu te rappelles. Ouais. Enfin, tétraplégique. Enfin bref, suite à la Civil War. Et donc voilà. Donc on a Rodney. Voilà. Et donc, franchement, ce que tu veux, c'est vrai. Même les mecs, les figurants qu'on a vus une fois. Ah mais oui, ils vont avoir une série. Hein. Mais voilà. Ce qu'il faut se dire, il y aura une série sur ça, et ça risque d'être génial, parce qu'il y avait une série de comics sur ça, et c'était oufissime, parce que en fait c'était une comment dire, une série où on parlait vraiment des grosses craintes de Tony Stark, suite au premier et deuxième épisode, où les armures sont récupérées par des personnes mal intentionnées, et là ça va être
totalement oufissime. On avait entendu aussi qu'après le Black Panther 2, il y aurait un petit spin-off qui sera centré sur Okoye, qu'on a vu dans le Faucon et le Soldat de l'hiver. Et suite... C'est pas possible. C'est énorme. Il y a un personnage qu'on a vu 2 fois. Ça y est, on va faire une série. Suite au What If qui avait plutôt bien marché à l'épisode Zombie, ils vont peut-être faire une série Marvel Zombie. Et ça peut être marrant. C'est pas... Ouais, ça peut être cool, mais c'est trop, quoi. Voilà. Là, tu te dis, voilà, on en a pour jusqu'en 2025. On est en 2022. On a 3 ans pour tout ça. Et donc, on va en bouffer du Marvel. Voilà. Ça risque d'être pas mal. On verra bien. Le moment venu. Donc là, t'as envie de te dire, bon, faut que tu gardes ton Disney Plus pendant 3 ans encore. Si tu veux être complétiste comme moi. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, là, il y a beaucoup de contenu. Comme dit Mordio, il y en a pour tous les goûts. Malheureusement, moi, je suis un petit peu complétiste, donc je vais être un petit peu chiant. Je vais devoir tous les regarder. Et moi aussi, je vais les regarder, mais c'est vrai que là, tu vois, j'ai même pas encore fini Miss Marvel parce que bon, c'est bien, mais sans plus, quoi. Ouais, il y a des bonnes idées, hein. Il y a de bonnes idées, mais il est fatigant. Il est vraiment fatigant. Et côté d'ici, il y a un reboot, plus ou moins le reboot de l'univers Marvel. Il y a Black Adam, Shazam, une suite de Shazam. Shazam. Il y a le Joker 2 qui revient. Mais les annonces, c'était pas ouf. Ah mais oui, Mortio, si tu veux rattraper ton retard, tu es dans la merde. Faut que tu poses tes congés payés et que tu ne fasses que ça. Moi je te le dis, faut que tu poses des congés et que tu fasses que ça. Nuit et jour, tant pis pour les streams, tant pis pour les restes. Mais voilà, ça va être chaud patate. Là on est arrivé à une époque où si tu veux être complétiste, faut que tu l'aies fait depuis le début. Comme les vieux de la vieille d'ici, hein, malheureusement. Donc bon. Enfin, moi, j'ai tous vu, mais au bout d'un moment, tu te rappelles plus de tout. Tu te rappelles plus de tout, hein, même moi. Hein, j'ai fait les premiers, mais il y a certains trucs, t'es là, tu fais... voilà. Donc voilà. On va se terminer avec une 10e et dernière annonce qui est pour les fans de manga et de jeux, vous allez surkiffer. C'est que Detroit Become Human, un jeu qui était totalement ouf avec de Quantic Dreams, ouais. Qui a été vendu à plus de 6 millions d'exemplaires depuis sa sortie, a annoncé qu'il allait y avoir une adaptation de manga de Detroit Become Human. Oui, 6 millions de ventes, mon cher. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ça va être dans l'univers de Detroit Become Human, sauf que ça ne sera pas à Détroit, ça sera à Tokyo. Et donc, on suivra l'histoire de Reina, qui est à la fois androïde et une idol dans le monde de Detroit Become Human. Voilà. Mais franchement, est-ce que tu as vu cette série? Alors, j'ai bouffé son nom, qui était sur Arte avec il y a quelques années. Hein. Acta Maniscore, c'est putain. Real Human? Non, Real Humans. Real Humans. Ouais. Et ça, c'était haute. Ça, je vous la conseille. Et ouais, ça me pense à l'univers des 3 en fait. Et ça, je vous la conseille, mais pas la version américaine. Mais oui, Quantic Dream, c'est français, mon cher Mada. Ce qu'il faut se dire, c'est que Acta Maniscore, c'est une série des pays nordiques, scandinaves, je me rappelle plus lequel, qui était totalement ouf. Oui, je te redonnerai les points, mon cher Toufik. En plus, pour le ronflex. Donc voilà.
ce qu'il faut se dire, c'est que cette adaptation en manga, enfin, cette sortie de manga est sortie la semaine dernière, non, il y a 3 jours, 4 jours, le 22. C'est la semaine dernière. C'est que Quantic Dream va quand même suivre le truc. Donc, franchement, ça peut être oufissime. Et surtout, ce truc-là est supervisé par Quantic Dream, et c'est plutôt des pointures qui vont dessiner, scénariser le Detroit Become Human. D'accord. C'est Moto Sumida qui a fait Kamigami no Sobi ou Soba, je sais me souvenir son nom. Et Kazami Sawatari, qui sera le scénariste du truc. J'attends de voir, mais franchement, ce truc a l'air oufissime. Franchement, je suis totalement hype pour essayer de récupérer de le lire en numérique, pour voir le truc. Franchement, ça peut être très 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 sympa. Franchement, oui, il y avait aussi normalement il devait y avoir un manga de Cyberpunk 2077, mais voilà quoi. Donc voilà, c'était la petite annonce. C'était plutôt oufissime. Franchement, moi je dis, ça risque d'être cool. Donc voilà. C'était la dernière news. Voilà. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça peut être intéressant à faire, mais enfin voilà, ça peut être, vu que l'univers de base est bon, je dirais que. Ah, mais franchement, oui. Après, voilà, il faut. C'est comme tout, hein. C'est sur le papier, c'est bien. Et là, il n'y a plus qu'à choper un manga, le lire et puis voir si t'as envie de continuer, c'est bien, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc c'était la dernière news de notre retour du mardi du 26 juillet. Donc je remercie tous ceux qui sont venus, le raid de notre cher Nobodies. Voilà. Je remercie tous ceux qui étaient là. Il y avait Madame, Ordio, Morgui, Ryan, on a vu Nobodies, mais plein d'autres personnes. C'était vraiment cool. En tout cas, c'était le dernier retour du mardi de cette saison. Et tout court aussi. Car là, de cette saison, la semaine prochaine, je pars en vacances. Donc il n'y aura pas de retour du mardi ou du jeudi ou autre dans les semaines qui suivent, ni après, car cette émission s'arrête, mais attendez-vous à autre chose hebdomadaire à la rentrée. Je vous montre juste un aperçu et je vous dis bonne soirée à tous. Bonne soirée.